J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Mais pendant que nous essayons d'y garder un peu de normalité dans nos vies, la scène internationale, elle, s'agite dangereusement. Depuis que les États-Unis et Israël ont ouvert un front militaire contre l'Iran, un séisme économique mondial s'est déclenché. Et comme souvent, tout commence par l'énergie. Le pétrole et le gaz naturel voient leur prix grimper à une vitesse spectaculaire. Cette flambée alimente la crainte d'un ralentissement brutal de l'économie mondiale. Le scénario rappelle étrangement celui du début du conflit en Ukraine en 2022. Les marchés de l'énergie s'affolent, les prix montent à des niveaux vertigineux et, très vite, l'inflation se propage partout. Résultat, les biens de consommation deviennent de plus en plus chers, parfois à un rythme inquiétant. Et ce n'est pas vraiment une surprise quand on comprend à quel point ces ressources sont essentielles. Sans pétrole ni gaz, une grande partie de l'industrie mondiale s'arrête net. Ce sont des matières premières indispensables pour d'innombrables chaînes de production. Mais la situation économique a pris un tournant encore plus dramatique lorsqu'une annonce venue du Qatar a fait l'effet d'une onde de choc. La suspension temporaire de sa production de GNL, le gaz naturel liquéfié. Or, ce combustible est devenu l'un des plus stratégiques de la planète. Il est acheté massivement partout dans le monde, notamment parce qu'il peut être transporté relativement facilement d'un continent à l'autre grâce aux gigantesques navires méthaniers qui sillonnent les océans. Comme nous l'avions déjà mentionné dans une émission précédente, il y a un détail historique que l'on devrait probablement rappeler encore et encore. La technologie du GNL a vu le jour en Algérie. Oui, il faudra peut-être le répéter plusieurs fois pour que les Algériens réalisent réellement ce que cela signifie et comprennent l'ampleur des enjeux énergétiques pour leur propre pays. Mais concrètement, qu'est-ce que le GNL? Il s'agit tout simplement de gaz naturel transformé en liquide afin de pouvoir être transporté plus facilement. Un pays producteur vend ce gaz à un pays importateur. Puis, une fois la cargaison arrivée dans un terminal spécialisé, on procède à l'opération inverse, la regazéification. Autrement dit, on redonne au gaz sa forme initiale. Pour cela, le gaz liquéfié est maintenu à une température extrêmement basse, autour de moins 160 degrés, sous pression. Lorsqu'il arrive dans les installations portuaires, on le réchauffe progressivement grâce à des systèmes d'échange thermique utilisant l'eau de mer ou parfois la combustion d'une petite quantité de gaz. Une fois ce processus terminé, il retrouve son état gazeux et peut être injecté dans les réseaux de distribution. À partir de là, il alimente aussi bien les usines que les foyers. Chauffage domestique, cuisson des aliments ou encore besoins industriels. Bref, il devient une énergie du quotidien, invisible mais indispensable dans la vie de millions de ménages. Depuis le déclenchement du conflit, les marchés européens de l'énergie sont entrés dans une véritable zone de turbulence. Les tarifs du gaz ont grimpé brutalement, tout comme ceux du pétrole. En l'espace de quelques jours seulement, les chiffres ont explosé. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le prix du gaz est passé d'environ 30 € par mégawattheure à plus de 65 €. Une hausse spectaculaire, supérieure à 50%. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dès le 4 mars, la progression s'est encore accélérée. L'augmentation a atteint près de 84%. Avec des valeurs oscillant autour de 59 € alors qu'elle tournait encore autour de 32 € quelques jours plus tôt. Une envolée aussi rapide que spectaculaire. Du côté du pétrole, la tendance est tout aussi frappante. Au 6 mars 2026, le baril se rapproche dangereusement du seuil symbolique des 90 $. Autrement dit, les signaux sont clairs. Nous sommes probablement à l'aube d'une nouvelle secousse énergétique, avec des conséquences économiques qui pourraient être majeures. Et si les marchés s'agitent autant, ce n'est pas un hasard. Le Qatar occupe aujourd'hui une place centrale dans l'industrie mondiale du GNL. Selon les années, l'Émirat se dispute la deuxième place avec l'Australie, juste derrière les États-Unis qui dominent largement ce secteur. Parfois, Canberra passe devant, parfois Doha reprend l'avantage. Mais dans tous les cas, le Qatar reste l'un des acteurs majeurs du marché. Pour l'Europe, son rôle est loin d'être marginal. Entre 13 et 15% des importations européennes de GNL proviennent de ce petit État du Golfe. Le principal fournisseur reste Washington, qui assure près de la moitié des volumes. Vient ensuite la Russie, avec environ 16%,
puis le Qatar. Au total, le gaz qatari représente à lui seul près de 5% de toute la consommation gazière du continent européen. À titre de comparaison, l'Algérie fournit environ 11 à 12% du gaz utilisé en Europe depuis le début du conflit ukrainien. Mais si l'on parle uniquement de gaz liquéfié, l'Europe achète clairement davantage de GNL au Qatar que celui produit par l'Algérie, entre 13 et 15%. Ce chiffre paraît abstrait, mais il signifie quelque chose de très concret. Depuis environ une semaine, autrement dit depuis le début du mois de mars, les cargaisons de GNL qatari ne quittent plus les terminaux pour l'Europe. En clair, une portion non négligeable de l'approvisionnement énergétique du continent vient soudainement de disparaître. Les pays européens disposent encore de réserves dans leurs stocks stratégiques, ce qui leur permet de tenir temporairement. Mais même avec ces réserves, les marchés se sont affolés et les prix ont déjà bondi. Et lorsque ces stocks commenceront à se vider, il faudra bien trouver quelqu'un pour remplacer les volumes manquants. Et c'est précisément là que certains regards se tournent vers l'Algérie. Géographiquement, le pays est l'un des fournisseurs les plus proches de l'Union européenne. Surtout, contrairement à d'autres régions du monde, son territoire n'est pas touché par le conflit actuel. Aucune frappe militaire ne vise ses infrastructures énergétiques, aucun missile ne menace ses installations industrielles. L'Algérie n'est pas impliquée directement dans cette guerre et pour l'instant, elle demeure un espace relativement stable. La question se pose donc naturellement, l'Algérie peut-elle combler le vide laissé par le Qatar? Et surtout, peut-elle transformer cette situation en opportunité financière majeure? Sur le papier, cela paraît possible. Mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Un obstacle technique risque de limiter fortement la capacité d'Alger à profiter de cette conjoncture exceptionnelle. En effet, la grande majorité du gaz algérien vendu à l'Europe circule à travers des gazoducs. Historiquement, 3 grandes liaisons existaient. La première était le gazoduc Maghreb-Europe, qui traversait le Maroc avant d'atteindre l'Espagne. La seconde, Medgaz, relie directement l'Algérie au territoire espagnol en passant sous la Méditerranée. Enfin, il y a le pipeline transméditerranéen, qui transporte le gaz algérien vers l'Italie en passant par la Tunisie. Autrement dit, l'essentiel des exportations repose sur ces infrastructures fixes, ce qui complique la possibilité d'augmenter rapidement les volumes pour répondre à une crise soudaine du marché. Un événement politique est venu bouleverser l'équation énergétique il y a quelques années. En octobre 2021, Alger a décidé de fermer purement et simplement le gazoduc Maghreb-Europe. La raison? La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Dans ce contexte tendu, les autorités algériennes ne voulaient plus voir leur gaz traverser le territoire marocain. L'idée était claire. Ne plus payer de droits de transit, ne plus laisser Rabat prélever une partie du gaz comme rémunération de passage et éviter que cette infrastructure serve indirectement les intérêts marocains dans les exportations vers l'Espagne ou le Portugal. Conséquence directe, aujourd'hui, seuls 2 grands gazoducs restent opérationnels pour acheminer le gaz algérien vers l'Europe. Et surtout, ils portent l'essentiel des exportations. Entre 75% et 80% du gaz vendu par l'Algérie à l'Europe circule par ces conduites, avec parfois des pics qui frôlent même les 85%. Autrement dit, la dépendance à ces infrastructures est énorme. Pourtant, l'Algérie possède aussi des capacités importantes dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Sur le papier, ces installations permettent de liquéfier jusqu'à environ 25,3 millions de tonnes de gaz par an. C'est loin d'être négligeable. Dans la pratique, une partie de cette production est destinée à l'Europe. Environ 11 millions de tonnes de GNL y sont expédiées chaque année. Mais le marché européen n'est pas le seul débouché. Le client le plus important pour ce gaz liquéfié reste la Turquie. Viennent ensuite d'autres acheteurs comme la Grèce, un peu la France, le Portugal, ainsi que certains pays européens supplémentaires, dont l'Italie. Malgré tout, dans cette liste de partenaires, Ankara demeure clairement le principal acheteur du GNL algérien. La vraie question devient alors la suivante. L'Algérie peut-elle augmenter rapidement sa production de GNL pour occuper la place laissée vacante par le Qatar? Peut-elle profiter de cette situation pour capter une part de ce marché soudainement disponible? Pour l'instant, personne ne peut vraiment dire combien de temps cette crise énergétique va durer. Quelques semaines? Plusieurs mois? Impossible de le savoir avec certitude. Mais une chose est sûre, une opportunité existe.
Les autorités algériennes affirment d'ailleurs que certaines installations, notamment les usines de liquéfaction de Skikda, fonctionnent actuellement à plein régime. L'objectif est clair, produire autant que possible afin de combler, au moins en partie, le manque provoqué par la suspension des exportations qataries. Mais il y a un problème majeur qui limite fortement la marge de manœuvre de l'Algérie. Comme je l'ai déjà évoqué, le pays a les mains presque attachées par sa dépendance au système des contrats de long terme. Sur le marché du gaz, il existe en réalité deux logiques commerciales bien distinctes. D'un côté, vous avez les accords à long terme, des volumes fixés à l'avance, transportés principalement par gazoduc et vendus selon des conditions établies pour de nombreuses années. De l'autre côté, il existe ce qu'on appelle le marché spot. Là, la logique est totalement différente. Les ventes se font presque en temps réel et les prix fluctuent quotidiennement, un peu comme sur une place boursière. Or, en ce moment, c'est précisément ce marché spot qui s'enflamme, avec des prix qui montent très rapidement. Mais pour en profiter, encore faut-il être réellement présent sur ce marché, ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Algérie. Regardons maintenant de plus près ce fameux système des contrats de long terme. Ce sont des accords verrouillés pour de longues périodes, parfois 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, avec des prix relativement figés. Les ajustements restent rares et ne se produisent que dans des circonstances très particulières. Et c'est précisément là que se situe la particularité du modèle algérien. Une immense partie du gaz exporté par le pays, entre 85% et parfois plus de 90% ces dernières années, est vendu via des gazoducs. Autrement dit, il s'agit essentiellement de gaz naturel acheminé directement par pipeline plutôt que de GNL transporté par navire. Les deux grandes artères énergétiques sont bien connues. Medgaz, qui relie l'Algérie à l'Espagne sous la Méditerranée, et le gazoduc transméditerranéen qui alimente l'Italie. Au total, Alger exporte ainsi environ 30 à 32 milliards de mètres cubes par ses infrastructures. L'Italie reste le principal acheteur avec près de 20 milliards de mètres cubes, tandis que l'Espagne arrive juste derrière avec environ 10 milliards. Quant au marché spot, il ne représente qu'une petite fraction des exportations, à peine 10 à 15% du volume total. Pourquoi une présence si limitée? Pour des raisons historiques et stratégiques. Les autorités algériennes privilégient la stabilité avant tout. Elles se méfient des fluctuations brutales des prix et préfèrent un revenu prévisible, même plus modeste, plutôt que de jouer avec les montagnes russes du marché. Autrement dit, mieux vaut un prix garanti aujourd'hui que l'espoir de gains spectaculaires suivi d'une éventuelle chute demain. Avec le recul, on peut dire que la stratégie adoptée par les autorités algériennes n'a peut-être pas été la plus audacieuse. En cherchant avant tout la stabilité et des revenus prévisibles, on a choisi de jouer la prudence. Gagner moins, mais gagner régulièrement. Le problème, c'est que l'économie, et surtout l'investissement, repose aussi sur une part de pari. Sans prise de risque, les gains extraordinaires restent hors de portée. À force de privilégier des contrats étalés sur 10 ans ou plus, l'Algérie s'est privée de certaines opportunités que le marché aurait pu offrir. Regardez simplement ce qui se passe aujourd'hui. Sur le marché spot, le prix du gaz a parfois bondi de 50%, voire de 80%. Dans un système verrouillé par des contrats à long terme, de telles envolées sont impossibles à capter immédiatement. Avant d'aller plus loin dans l'explication de ces mécanismes contractuels, jetons un coup d'œil à quelques chiffres. Pour cela, je vous propose de regarder un tableau publié par la Banque d'Algérie. Il résume les performances des exportations d'hydrocarbures du pays et permet de mieux comprendre la situation. Prenons un exemple concret, le gaz naturel. Si l'on observe les données couvrant les dernières années, 2019, 2021, 2023 et jusqu'en 2024, on constate une évolution assez révélatrice. En 2024, les exportations de gaz naturel ont rapporté environ 13 milliards de dollars à l'Algérie. Cela correspond à un volume d'environ 34,3 milliards de mètres cubes, donc bien en dessous de la barre des 40 milliards. Et presque tout ce gaz a été transporté par les deux grands gazoducs encore actifs, Medgaz vers l'Espagne et le pipeline transméditerranéen en direction de l'Italie. Mais si l'on remonte seulement un an en arrière, en 2023, les recettes dépassaient 16,4 milliards de dollars. Et encore plus tôt, en 2022, lorsque les prix de l'énergie avaient explosé à cause de la crise liée à la guerre en Ukraine, les revenus avaient atteint plus de 19,5 milliards de dollars. Depuis, la tendance est clairement à la baisse.
Les prix du gaz ont diminué et avec eux, les recettes. En 2024, on tombe à 13 milliards et les projections pour 2025 sont encore moins favorables. Il faudra peut-être se contenter de moins de 12 milliards. Autrement dit, lorsque les prix montent fortement, il existe un potentiel énorme pour augmenter les revenus. Mais dans le cas du gaz naturel vendu via les gazoducs, l'Algérie ne parvient pas vraiment à tirer parti de ces périodes de flambée des prix. Passons maintenant à la deuxième catégorie mentionnée dans ce tableau, le gaz naturel liquéfié, plus connu sous le nom de GNL. Si l'on regarde les chiffres, les recettes tirées de ce secteur ont atteint environ 6 milliards de dollars en 2024. L'année précédente, lorsque les prix étaient plus élevés, ces revenus approchaient les 7,9 milliards. Et en 2022, ils tournaient autour de 7,6 milliards. Pourquoi ces montants restent-ils relativement élevés? Tout simplement parce que le GNL se négocie généralement à des prix supérieurs à ceux du gaz naturel transporté par pipeline. La raison est simple. Ce marché fonctionne largement selon la logique du marché spot, où l'offre et la demande déterminent directement les prix. Même si certains contrats de livraison peuvent s'étaler sur plusieurs années, la dynamique reste celle d'un marché beaucoup plus flexible. Mais cette flexibilité a un coût. Transformer le gaz en liquide exige des installations industrielles complexes. Il faut des unités de liquéfaction, des terminaux spécialisés, des navires méthaniers pour transporter la cargaison, puis des infrastructures capables de reconvertir ce liquide en gaz dans le pays importateur. Comparé à cela, le transport par gazoduc paraît presque simple. Une fois le réseau construit, le gaz circule directement, parfois sur des milliers de kilomètres sous la mer. Certes, ces pipelines nécessitent des investissements gigantesques au départ, mais ils sont conçus pour fonctionner pendant des décennies, avec des coûts d'exploitation relativement maîtrisés. Les méthaniers, eux, consomment du carburant, traversent des mers et des océans et exigent un entretien constant ainsi que des normes de sécurité très strictes. Tout cela renchérit le coût du GNL. Pourtant, malgré ces dépenses plus élevées, cette forme de gaz est aujourd'hui très demandée. La raison est évidente, de nombreuses régions du monde ne sont tout simplement pas reliées à des gazoducs. C'est le cas de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi de certaines zones en Europe qui ne disposent pas d'accès direct aux pipelines. Dans ces situations, le GNL devient la seule solution viable. Et pourtant, paradoxe étonnant, malgré son prix plus élevé sur le marché, les revenus que l'Algérie tire du GNL restent nettement inférieurs à ceux générés par le gaz vendu via gazoduc. En 2024, les exportations de gaz liquéfié n'ont rapporté qu'environ 6 milliards de dollars. Dans le même temps, le gaz naturel transporté par pipeline a généré près de 13 milliards. Difficile de ne pas s'interroger sur les raisons d'un tel écart. Pour certains observateurs, la responsabilité revient au choix stratégique des autorités algériennes. Depuis des décennies, la priorité a été donnée à la sécurité des revenus plutôt qu'à la maximisation des profits. Autrement dit, l'approche consiste à éviter les turbulences du marché. Pas de paris audacieux, pas de spéculation excessive. L'objectif est simple. Garantir un flux régulier de recettes, même si cela signifie renoncer à des gains potentiellement bien plus élevés. La majorité du gaz est donc vendue dans le cadre d'accords à long terme, souvent conclus pour 10 à 20 ans et partiellement indexés sur le prix du pétrole. Ce système a un avantage évident. Il offre une certaine stabilité budgétaire à l'État algérien. Mais il possède aussi un revers. Lorsque les prix du gaz explosent sur les marchés internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui avec un GNL dépassant les 65 € par mégawattheure, l'Algérie ne profite pas immédiatement de cette flambée. Pourquoi? Parce que près de 90% de ses exportations continuent de passer par des gazoducs dans le cadre de contrats déjà fixés. Aujourd'hui, dans l'univers du gaz, une star domine clairement la scène, le GNL. Beaucoup l'appellent même le monarque de ce secteur énergétique. La raison est simple. Contrairement aux pipelines, qui sont souvent bloqués par des contrats signés pour des décennies, les cargaisons de gaz liquéfié peuvent être redirigées vers le client prêt à payer le prix le plus élevé. Cette flexibilité transforme le GNL en véritable machine à opportunités financières. Les producteurs peuvent profiter immédiatement des fluctuations du marché, surtout lorsque la demande explose. Face à cette réalité,
Alger a commencé à revoir sa stratégie à partir de 2024 à 2025. Les autorités ont pris conscience d'un problème évident. Le pays a besoin de devises et, pendant longtemps, il est passé à côté de certaines opportunités. La crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine a servi d'électrochoc. En analysant les chiffres, on comprend mieux la situation. L'Algérie exporte chaque année entre 50 et 55 milliards de mètres cubes de gaz. Sur ce total, un peu moins de 40 milliards transitent par les gazoducs. Quant au GNL, les 11 millions de tonnes exportées correspondent à environ 12 à 13 milliards de mètres cubes une fois convertis. Si l'on additionne ces volumes, les exportations totales du pays oscillent donc entre 52 et 55 milliards de mètres cubes par an. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache une réalité beaucoup moins flatteuse. Seule une petite portion de ce gaz, environ 5 à 8 milliards de mètres cubes, est réellement vendue sur le marché spot, là où les prix peuvent atteindre des sommets. Autrement dit, la capacité de profiter des périodes de flambée des prix reste extrêmement limitée. Pourquoi une marge si réduite? Parce que l'immense majorité des volumes est enfermée dans des accords à long terme. Ces contrats fixent à l'avance les conditions de vente et laissent très peu de place à l'improvisation lorsque les prix s'envolent. Cette dépendance constitue un risque stratégique. Si l'on considère qu'environ 55 milliards de mètres cubes sont exportés chaque année, mais que seulement 5 à 8, disons 10 au maximum, peuvent être vendus au prix du marché spot via le GNL, cela signifie que l'Algérie ne peut tirer parti des prix élevés que sur une fraction relativement petite de sa production. Et c'est précisément là que le problème apparaît. Cette situation est loin d'être idéale pour l'Algérie. En restant enfermé dans ce système, le pays se prive d'une grande partie des opportunités offertes par le marché, notamment lorsqu'il s'agit d'ajuster les prix à la hausse. Prenons un exemple simple. Avec les prix actuels, les recettes générées par le GNL pourraient facilement doubler. Au lieu d'environ 6 milliards de dollars, les revenus pourraient atteindre 12, voire 13 milliards. Autrement dit, en raison de sa dépendance aux contrats à long terme, l'Algérie abandonne parfois entre 40 et 50 % de marge potentielle. Et ce n'est un secret pour personne, les responsables algériens sont parfaitement conscients de cette réalité. Certes, il est possible de renégocier certains accords. Mais dans la pratique, ces discussions sont longues, complexes et rarement favorables aux producteurs. Pour comprendre pourquoi ces contrats persistent malgré leurs limites, il faut regarder leur logique interne. Les accords de long terme reposent sur plusieurs principes fondamentaux. Le premier, et sans doute le plus important, concerne la sécurité des investissements. L'industrie du gaz exige des dépenses colossales. Exploiter un gisement, maintenir les infrastructures existantes ou développer de nouveaux champs nécessite des milliards de dollars. Dans ce contexte, Alger préfère s'appuyer sur des contrats durables. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une visibilité financière. Pour Sonatrach et pour l'État algérien, ces accords agissent comme une sorte de garantie. Ils assurent des revenus réguliers sur de longues périodes. Grâce à cela, il devient plus facile de financer de nouveaux projets, d'entretenir les installations et de poursuivre l'exploitation des ressources. En somme, ces contrats fonctionnent un peu comme une assurance bancaire. Ils ne promettent pas les profits les plus élevés, mais ils garantissent une certaine stabilité dans les entrées de devises. Dans ces fameux contrats de long terme, il existe cependant une disposition particulièrement stratégique, la clause dite « take or pay ». C'est en quelque sorte le filet de sécurité du producteur. Certains la considèrent même comme l'atout caché de ce type d'accord. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Lorsqu'un pays signe un contrat avec l'Algérie, que ce soit la France, l'Italie ou l'Espagne, il s'engage à payer un volume minimum de gaz. Et cela, qu'il consomme réellement ce gaz ou non. Autrement dit, même si l'acheteur réduit sa demande, il doit tout de même régler une quantité prédéterminée. Ce mécanisme garantit ainsi aux fournisseurs une base de revenus stable. Pourquoi une telle précaution existe-t-elle? La réponse se trouve en grande partie dans la météo européenne. Avec les transformations climatiques, les hivers ne se ressemblent plus vraiment. Certaines années sont marquées par un froid intense, tandis que d'autres saisons sont étonnamment douces. Et cette variabilité a une conséquence directe. La consommation de gaz fluctue énormément. Quand les températures chutent fortement, la demande explose. Mais lorsque l'hiver se révèle plus clément, les importations diminuent. Dans ces moments-là, les pays acheteurs ont naturellement tendance à réduire leurs achats.
Sans mécanisme de protection, un pays producteur comme l'Algérie pourrait se retrouver perdant. C'est précisément pour éviter ce type de situation que la clause « Take or Pay » a été introduite. Elle permet de contraindre l'acheteur à régler un seuil minimal de gaz, qu'il en ait réellement besoin ou non. Pour l'Algérie, ce système agit comme une assurance financière. Il garantit l'entrée régulière de devises et protège les recettes nationales contre les caprices du climat ou les turbulences économiques. Les spécialistes du secteur parlent même d'un moyen d'échapper à ce qu'ils appellent la dictature de la météo. L'exemple de 2020 est souvent cité. À cette époque, le prix du gaz sur le marché spot avait chuté jusqu'à environ 5 € par mégawattheure. Si l'Algérie avait dépendu uniquement de ce marché, ses revenus auraient pu être divisés par 10. Prenons un exemple très parlant. La crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine. À ce moment-là, les prix sur le marché spot du gaz ont littéralement explosé, atteignant des niveaux parfois vertigineux. Pourtant, malgré cette flambée spectaculaire, l'Algérie n'en a tiré qu'un bénéfice limité. Pourquoi? Parce que la priorité du pays reste la sécurité. Les contrats de longue durée ne servent pas seulement à stabiliser les revenus, ils jouent aussi un rôle politique. Lorsqu'un État européen signe un accord énergétique de 10, 15 ou 20 ans avec Alger, il s'engage dans une relation durable. Et dans ce type de relation, maintenir de bonnes relations diplomatiques devient presque une nécessité. En réalité, l'Algérie a longtemps utilisé son gaz comme un levier d'influence. Ces accords énergétiques créent une forme d'interdépendance qui pousse certains partenaires européens à ménager leurs relations avec Alger, surtout lorsque des tensions ou des désaccords apparaissent. C'est donc cette logique qui domine la stratégie officielle. Assurer des revenus stables, préserver des alliances diplomatiques et éviter les turbulences des marchés. Peu importe les variations spectaculaires des prix mondiaux. Mais cette approche n'est pas forcément idéale, car ces contrats reposent souvent sur un système d'indexation lié au prix du pétrole plutôt qu'au prix réel du gaz sur le marché spot. Et il arrive que les deux évoluent dans des directions différentes. Parfois, le pétrole recule, tandis que le gaz s'envole sur les marchés. Pour l'Algérie, pourtant, cette indexation reste synonyme de sécurité. Dans la vision algérienne, le pétrole représente en quelque sorte une boussole plus fiable que le gaz. Le marché pétrolier mondial est jugé plus profond, plus liquide et généralement moins imprévisible que celui du gaz européen. C'est pour cette raison que les contrats énergétiques du pays sont souvent liés à l'évolution du baril. En période de crise ou de conflit, le pétrole a tendance à grimper plus lentement et de manière plus progressive que le gaz. Par exemple, si une rupture d'approvisionnement fait bondir les prix du gaz de plus de 100%, le pétrole, lui, peut n'augmenter que de 20%. Cette différence rassure les autorités algériennes, car une hausse trop brutale pourrait mettre des clients en difficulté financière et les empêcher d'honorer leurs engagements. En maintenant un système plus modéré, Alger estime protéger à la fois ses partenaires et la stabilité de ses contrats. Cependant, cette stratégie atteint parfois ses limites. Lorsque les prix du gaz montent fortement, Alger se retrouve obligé d'ouvrir des négociations pour réajuster les tarifs. C'est exactement ce qui s'est produit en 2022 avec certains partenaires européens, notamment en Italie et en Espagne. Des discussions ont été engagées avec des entreprises comme Naturgy afin de revoir les formules de prix. Dans plusieurs cas, les contrats reposent désormais sur un système hybride. Une partie du tarif est liée au pétrole, tandis que l'autre suit l'évolution du marché international du gaz. Par exemple, 50% du prix peut être indexé sur le baril et les 50% restants sur le marché spot. Ce marché spot fonctionne un peu comme une place boursière mondiale pour le gaz, indépendante du pétrole et déterminée par l'offre et la demande. Pour l'Algérie, ce système hybride présente malgré tout un avantage. Lorsque la part du prix liée au marché du gaz grimpe, les recettes de Sonatrach peuvent augmenter assez rapidement. Mais dans la pratique, cet effet reste limité. Pourquoi? Parce que la quantité de gaz réellement vendue sur le marché spot reste relativement faible. Résultat, la majorité des revenus dépend toujours d'une indexation sur le prix du pétrole. Et là, le mécanisme est beaucoup plus lent. Quand le baril monte, la hausse ne se répercute pas immédiatement sur les contrats existants.
Il faut alors lancer ce que l'on appelle des renégociations express. Concrètement, cela signifie reprendre contact avec les principaux acheteurs, notamment l'Italie et l'Espagne, qui figurent parmi les plus grands clients du gaz algérien, pour ajuster les tarifs fixés dans les contrats de longue durée. Ces discussions portent généralement sur le prix calculé selon l'unité énergétique standard utilisée dans l'industrie, le million de BTU. C'est sur cette base que les révisions de prix sont négociées. Les données de la Banque d'Algérie permettent d'illustrer clairement cette situation. Si l'on observe les chiffres, le prix moyen auquel le gaz naturel algérien a été vendu en 2024 tourne autour de 10 $ par million de BTU. L'année précédente, en 2023, ce tarif était sensiblement plus élevé, avoisinant les 12 à 12,7 $. Quant au GNL, les prix se situaient autour de 10,5 à 10,6 $ par million de BTU. Et c'est là que le paradoxe apparaît. On pourrait s'attendre à ce que le gaz liquéfié, généralement plus cher sur les marchés internationaux, rapporte davantage. Pourtant, dans ce cas précis, l'Algérie a parfois vendu son GNL à un prix inférieur à celui de son gaz naturel transporté par pipeline. La raison est assez simple. La présence du pays sur le marché spot reste limitée. Et sans une participation plus importante à ce marché, il devient difficile de profiter pleinement des prix élevés. Lorsque les prix du gaz grimpent brusquement, la réaction de l'Algérie ne consiste pas à vendre immédiatement aux tarifs du marché. À la place, le pays doit ouvrir des discussions avec ses principaux partenaires européens. Et lorsqu'on parle de partenaires, deux noms dominent largement, l'Italie et l'Espagne. Ces deux pays absorbent à eux seuls une part énorme du gaz algérien, souvent plus de la moitié des volumes exportés, parfois même jusqu'à 60 ou 70 %. Derrière eux viennent d'autres clients, comme la France, la Turquie, la Grèce ou encore le Portugal, auxquels s'ajoutent quelques marchés plus modestes comme l'Autriche ou la Slovénie. Mais dans les faits, Rome et Madrid restent les acteurs clés. Lorsque les prix internationaux s'envolent, Alger tente alors d'ajuster ses contrats à travers des renégociations dites express. En théorie, cela permet de revoir les tarifs. En pratique, c'est un véritable bras de fer. Les acheteurs résistent, contestent les hausses et cherchent à limiter l'augmentation. Et c'est là que la différence avec le marché spot devient frappante. Si les prix du gaz grimpent de 50 %, 60 % ou même 80 % sur les marchés internationaux, les ajustements obtenus dans les contrats de long terme dépassent rarement 10 à 20 %. Impossible d'atteindre les niveaux du marché libre. Résultat, des milliards de dollars de revenus potentiels s'évaporent. Bien sûr, ce modèle offre une certaine tranquillité. Les contrats à long terme assurent des clients fidèles et garantissent que les volumes exportés trouveront toujours preneurs. La stabilité est donc bien réelle. Mais cette sécurité a un prix. Lorsque les marchés mondiaux s'emballent et que les prix s'envolent, l'Algérie ne profite qu'en partie de cette situation. La raison est simple. Le pays vend encore trop peu de gaz sur le marché spot. De plus, renégocier les contrats prend du temps, parfois des mois. Et pendant ce temps, les prix continuent d'évoluer. Même après de longues discussions, l'Algérie n'obtient presque jamais le tarif réellement pratiqué sur les marchés internationaux. Dans un scénario idéal, le pays aurait pu adopter une stratégie différente. Continuer à utiliser les gazoducs pour une partie des ventes, tout en réservant environ la moitié de ses exportations pour le marché spot. Sur les 55 milliards de mètres cubes exportés chaque année, vendre au moins 20 milliards sur ce marché flexible aurait pu générer des revenus gigantesques, parfois plusieurs dizaines de milliards de dollars lorsque les prix atteignent des sommets. Mais cette flexibilité manque encore. L'appareil énergétique algérien reste lent à s'adapter aux transformations rapides du marché mondial. Et c'est pour cela que tout dépendra de la durée de la crise actuelle. Si les tensions énergétiques ne durent que quelques semaines, l'Algérie n'en tirera probablement que peu d'avantages. En revanche, si la situation se prolonge plusieurs mois, comme lors du conflit en Ukraine, alors le pays pourrait avoir le temps de renégocier ses contrats avec ses principaux clients européens. Pour l'instant, toutefois, la plupart des experts restent prudents. Peu d'entre eux pensent que cette nouvelle crise énergétique durera aussi longtemps.